On m'a demandé d'être le porte-parole de cette force expéditionnaire alliée pour vous dire quelques mots d'introduction à ce que vous allez voir. C'est l'histoire de la défaite nazie sur le front de l'Ouest. Autant que possible, les monteurs en ont fait un récit des hommes vraiment importants de cette campagne. Je veux dire les soldats, marins et aviateurs engagés qui ont surmonté tous les obstacles jusqu'à la victoire. Bien sûr, raconter toute l'histoire prendrait des années, mais le thème serait le même. Le travail d'équipe gagne les guerres. Je veux dire le travail d'équipe entre les nations, les services et les hommes. Tout au long de la chaîne, du government issu et du Tommy jusqu'à nous, les gradés. Notre ennemi dans cette campagne était fort, ingénieux et rusé. Mais il a commis quelques erreurs. Sa plus grande erreur fut celle-ci. Il pensait pouvoir briser notre partenariat. Mais nous étions soudés par notre combat pour une grande cause, formant une grande équipe, une équipe dans laquelle tu étais un membre indispensable et actif. Cet esprit de personnes libres travaillant, combattant et vivant ensemble pour une grande cause nous a bien servi sur le front de l'Ouest. Nous sur l'Orso. Nous, sur le terrain, prions pour que cet esprit de camaraderie persiste à jamais parmi les peuples libres des Nations Unies. À vous qui vivez maintenant dans l'amour et l'espoir, qui sentez un avenir dans l'air ambiant, ce testament est offert. Ici, vous pouvez contempler les fragments violents de notre époque et la fragilité du mince fil qui faisait alors de nous les citoyens de la liberté, car l'Europe était plongée dans les ténèbres et le visage de l'homme lorsque tout cela commença. La nation était devenue folle et frappait partout, la boussole connaissait le reflux. La marée de notre honneur s'est retirée, laissant ses épaves sur une centaine de côtes. L'Allemand jetait ses feux à travers le globe. Sa force tirait de la fumée, de la puanteur et du fracas reposait sur notre faiblesse. Et finalement, ses conquêtes couvaient derrière les barrières de ses armes. Le long du détroit où la mer frappe la France, se dressait le mur de l'Ouest, fait de béton, de pierre et d'acier, pour se moquer des frêles espoirs des petits hommes libres. Blessés, acculés et épuisés dans notre force, presque comme des fous alors, nous avons planifié de percer le mur et de briser la pointe allemande. Eh bien, nous avons fouillé la côte de l'Europe comme des aigles féroces. Entre les bas-fonds de Flushing et le port profond de Cherbourg, nos yeux cherchaient l'endroit de l'assaut. Les sorties et l'amplitude des marées indiquaient les bas-fonds de Flushing. Le sable et le vent effaçaient la côte belge. Les plages du nord de la Seine étaient trop petites et des falaises de Barret charlaient les accès. Côte d'Ivoire trop étroite. Le pas de Calais, fortement défendu. Tout s'est résolu en Normandie, sur la côte. Leurs avions pouvaient atterrir sur le sol comme sur un tapis. Les défenses en descente côtière étaient un peu plus légères, et les marées GLB avaient une bonne amplitude, et les hommes étaient arsenés chez les 31 à l'abri des vents, les arates des vents. Ainsi, sur 5 miles de sable encore vierge de sang, le cours agité du destin allait être attaqué par des nations blindées. Maintenant, notre peuple s'est consacré à la construction d'une armée d'acier et a pris le marteau du bâtisseur en main. On aurait presque dit que le soleil s'était arrêté, jusqu'à ce que nos peuples libres, pleins de rage et de puissance, lancent dans les airs la lourde lance de la guerre. C'est l'histoire de notre peuple. Je suppose que si la bataille de l'Atlantique Nord ne s'était pas bien passée, les choses auraient pu être différentes. C'était une période difficile pour nous tous. Navires marchands, escorte navale, patrouille aérienne. Je suppose que j'ai eu ma part de malchance. J'ai perdu 3 navires. Et quelques bons amis, des amis.
Je me souviens avoir lu quelque part que lorsqu'une mouette se pose sur une nappe de pétrole, ses plumes collent ensemble et elle ne peut plus quitter l'eau. Il devait y avoir beaucoup de mouettes mortes autour de l'Atlantique Nord. Bien sûr. Nous ne le voyons se produire que sur la carte murale, et pourtant c'était, tout à fait réel. Quand j'ai commencé là-bas, ces marqueurs qu'on utilisait me rappelaient des jouets d'un jeu d'enfant. Mais ils sont vite devenus des sous-marins et des navires transportant des cargaisons, de la nourriture, des provisions, des armes et des hommes pour les utiliser. Je me souviens d'être arrivé, et la pire chose dans ce voyage, c'était de ne pas savoir où l'on allait. Où que ce soit, on serait un étranger, et personne n'aime ça. Ce navire était chargé de la proue à la poupe de pauvres types. Vers le 3e jour en mer, les choses en de bain sont devenues plus amicales. Il joue Je rêve d'un Noël blanc. Pour être honnête, c'était assez ringard, mais personne n'a rien dit parce que, tu sais, c'était une belle attention. C'est drôle, Bré, sur le chemin, tu avais l'impression d'être tout l'univers. Tu ne pouvais pas t'en empêcher, mais ensuite, partout au Royaume-Uni, tu voyais des choses qui te faisaient commencer à réaliser que tu n'étais qu'une petite partie d'un grand ensemble, toutes sortes de choses. J'étais étudiant en pré-médecine à l'université Johns Hopkins dans la vie civile. Maintenant, je connais un peu l'anatomie. Et je dis qu'il est scientifiquement impossible pour le corps humain de résister à la formation que nous recevons. Une impossibilité absolue. Les muscles, les tendons et la structure osseuse n'ont pas été conçus pour résister à de tels chocs. Ne me demande pas comment ça arrive. Que nous y ayons résisté, je ne sais pas. Il n'y a aucune explication scientifique à cela. Tiens, écoute ça. Ça vient d'un de ces prospectus de l'armée. Un jeune homme. Le service militaire dans l'armée d'aujourd'hui offre des avantages et des opportunités exceptionnelles, comme l'entraînement physique, les voyages à l'étranger, le sport et de nombreuses autres facilités qui sont normalement refusées à ceux qui exercent la plupart des métiers civils. La plupart des métiers dans la vie civile deviennent monotones, pour ne pas dire plus. Mais dans l'armée, la vie est tellement variée qu'il y a peu ou pas de risque de monotonie ou d'ennui. Ainsi, les hommes se préparaient pour leur heure la plus importante, et tandis qu'ils apprenaient les arts meurtriers de la guerre dans de petites salles secrètes, les planificateurs se réunissaient pour voir mûrir leur travail. Au-delà de notre vue, l'Allemand fier et confiant restait calme dans de profondes positions sur la côte fortifiée. La guerre n'était pas encore celle des hommes et du sang. Les armes dont étaient les usines et les cartes, et des voix parlaient en état dans la nuit cachée. Saison après saison, tous nos plans avançaient, et ces quelques hommes sur qui reposait tout le poids de la guerre travaillèrent sans relâche. Je me demandais souvent si les millions de personnes qui faisaient leurs différents métiers réalisaient qu'elles faisaient partie de tout cela, préparant la voie à l'invasion. Nous continuions à frapper les cibles allemandes, principalement l'acier et le pétrole, la Ruhr, Hambourg, la bataille de Berlin. Les choses devenaient de plus en plus difficiles à chaque mission. Plus de défense au sol, plus de chasseurs de nuit, plus d'équipages qui ne revenaient pas. Parfois, on voyait des Lancaster arriver. Très souvent, on bombardait les mêmes cibles qu'eux.
On attaquait aussi les usines d'avions. C'était un service de luxe jour et nuit, 24 heures sur 24. Nous avons parachuté des agents en France. Ça doit être terrible de risquer sa peau et de devoir garder ça secret. Des sous-marins à un homme, des vedettes lance-torpilles, des commandos. Nous les avons tous utilisés pour apporter des gobelets remplis de sable des plages pour analyse. Il fallait que ce soit à séchage rapide avec une base solide d'argile. Il fallait que cela puisse supporter des chars de 30 tonnes. J'ai dû photographier presque tous les champs de France. Le vrai travail, bien sûr, c'était la région de Caen, mais je ne le savais pas, et Géry non plus. Nous avons largué du matériel au Mackay, armes, munitions, matériel de sabotage, et ainsi de suite. Ensuite, nous sommes allés sur place pour leur apprendre à s'en servir. Nous l'avons construit selon les spécifications, mais nous n'avions pas la moindre idée de quel genre d'appareil il s'agissait. Le seul nom qu'il avait était Mulberry. Il était essentiel de tout savoir sur cette baie et ses marées. Et nous avons entraîné les hommes à naviguer dans ces marées et à manœuvrer les péniches de débarquement. Nous épuisions la puissance navale allemande en préparation du jour J. Une étude spéciale de la météo le long de la côte normande. Des kilomètres de treillis métalliques pour les plages, 7200 tonnes d'essence par jour, avec un pipeline sous-marin pour l'acheminer jusqu'en France. Une étoile blanche comme emblème de la libération. Triple vaccination pour tout le personnel. De nouveaux navires sortent des chantiers. Anciens navires adaptés. Écoute des émissions radio allemandes pour obtenir de nouveaux renseignements. Ce n'était qu'une partie du travail de préparation à l'invasion. En décembre 1943, le plan était prêt et nous l'avons emmené à Téhéran pour la discussion finale. Les 3 dirigeants ont approuvé le plan. Nos forces russes avancèrent depuis l'Est et l'invasion venait de l'Ouest, puis la date a été fixée. J'ai pris le commandement au Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, avec la meilleure équipe possible dont un homme puisse rêver. Certains travaillaient déjà depuis des mois en Angleterre, d'autres, je les ai amenés avec moi de la Méditerranée. Nous avons d'abord adopté un plan directeur, puis il a fallu coordonner chaque détail des opérations terrestres, maritimes et aériennes. Pendant que cela se passait, nous avons commencé par un spectacle aérien, conçu pour rendre les points de débarquement aussi sûrs que possible, pour frapper les communications allemandes et pour nous assurer d'avoir le contrôle du ciel. C'était vraiment un spectacle impressionnant. Ces aviateurs ont fait un travail magnifique. Nous avions des Polonais, des Français, des Tchèques, toutes sortes de nationalités dans notre unité. Ils bavardaient, on sait, dans le mess à propos de ce qu'ils avaient tant fait. Le seul mot que l'on comprenait toujours, c'était triage ferroviaire. Nous, les bombardiers, on ne faisait que regarder les ponts français à cette époque. On se demandait entre nous, t'as coupé de bons ponts récemment ? Eh bien finalement, il ne restait plus qu'un seul pont ferroviaire intact sur la Seine entre Paris et la mer. À la fin du printemps, à travers les villes blessées d'Angleterre, avançait la masse formée par nos patients. 2 précieuses années de plans furent mises de côté. Les bureaux étaient hantés vides. Toutes les cartes étaient roulées et accrochées au mur. Ce qui n'avait été que du papier avait enfin pris vie. De l'autre côté de la Manche, conscients de notre détermination, avec un mépris froid, les Allemands en alerte se tenaient près de leurs canons et les renforts gondertaram depuis le Rhin. Leurs généraux étaient en prêt, leur puissance était en place. Ils regardaient en étant de l'autre côté de la mer agités et souriaient. Ils allaient en faire de nous leur moisson sur les plages, et même la mort elle-même en serait stupéfaite. Pourtant, à travers les gémissements de la mer, on percevait faiblement le grondement lointain d'une puissance immense. Rassemblée parmi les grands peuples libres de la terre, elle affluait vers les anciens ports d'Angleterre pour s'entasser à bord des navires chargés d'acier. C'était une drôle de sensation de marcher vers les navires.
Nous l'avions déjà fait plein de fois, bien sûr, pendant les manœuvres et ce genre de choses. Ils ne nous ont pas dit que c'était la grande opération. Ça aurait pu être juste un autre exercice. Certains des gars ont lancé des blagues. Elles n'étaient pas très drôles, mais on a ri. Je crois qu'on l'a tous deviné. Le sentiment général, c'était « D'accord, si c'est ça, allons-y et finissons-en ». Attendre m'a toujours tapé sur les nerfs. Même attendre un bus, je n'ai jamais supporté ça. Eh bien, au bout d'un moment, notre navire a trouvé sa place au milieu de tout le reste. Et là, nous sommes restés pendant des jours. Ils nous ont donné le briefing final, puis nous savions quoi faire et comment. Ils nous ont dit où et quand, c'est un briefing, j'ai écouté chaque mot. Je l'ai gravé dans ma tête comme un disque, et ça tournait encore et encore. Un bout de plage le matin. Depuis que je suis devenu soldat, ils me préparaient un tassa. Avant, il y avait du temps devant moi, qui me protégeait. Maintenant, le temps s'était écoulé et il ne restait que quelques heures. Le matin, je devrais l'affronter. J'ai essayé d'imaginer à quel point j'aurais peur, tu sais, si ça m'empêcherait de faire mon travail. Je suppose que tout le monde... Personne n'a rien dit d'officiel, mais tout à coup, le navire est devenu beaucoup plus animé et par haut-parleur, l'aumônier a annoncé qu'il dirait la messe à 18h30. C'est drôle, je ne pense pas avoir jamais cru, même après le dernier briefing, que l'invasion allait vraiment avoir lieu. Puis une voix dans le haut-parleur a dit « Les hommes qui souhaitent prendre leur comprimé contre le mal de mer doivent en prendre le premier maintenant. » C'est là que j'ai compris. Merci. Planeur comme on l'a toujours pratiqué, sauf que je n'avais jamais été en l'air avec toute une armée auparavant. 3 divisions aéroportées, la 6e britannique, la 82e et la 101e américaine. Juste avant qu'un pilote de planeur ne se détache au-dessus de la zone d'atterrissage, je lui ai souhaité bonne chance à la radio. Ça semblait être une chose assez insuffisante à dire. En tant que commandant suprême, permettez-moi d'intervenir à ce moment pour dire un mot sur la marine. Du moment de l'embarquement jusqu'à celui du débarquement, tout le poids est retombé sur la marine et nos flottes marchandes. Ils ont dû balayer les mines, bombarder les batteries côtières, rassembler et protéger les transports le long de la côte en vue du débarquement et enfin manœuvrer les petites embarcations qui ont amené les soldats jusqu'à la plage.
Ce jour-là, il y avait plus de 8000 navires et embarcations de débarquement sur les côtes de Normandie. C'était une tâche des plus complexes et essentielles à la réussite de nos plans. Le courage, la fidélité et l'habileté des marines royales et américaines n'ont pas de page plus glorieuse dans nos histoires que celle du 6 juin 1944. De retour à Londres, seules quelques personnes étaient au courant. C'était un secret bien gardé. Vers l'aube, nous, les correspondants, avons été appelés et on nous a dit de nous rendre au ministère de l'Information, à 8 heures. Puis ils nous l'ont annoncé. Ils ont appelé notre plage Omaha. Ne me demandez pas pourquoi, je ne suis jamais allé à Omaha. Je viens du Nebraska. Si c'est comme Omaha, en France, vous pouvez la garder. Je comprends qu'Omaha était l'endroit le plus difficile. On a perdu de bons hommes. On a fait quelques prisonniers. C'était un mauvais échange. On nous avait dit à quoi nous attendre, donc ce n'était pas vraiment une surprise ou quoi que ce soit. Mais quand ça arrive vraiment, c'est différent. Pendant un moment, on était cloué au sol, mais heureusement, sur les autres plages, ça se passait mieux, alors on a eu un peu plus que notre part du vieux travail d'équipe, peut-être avec l'aide des gars de l'aviation, et finalement, on a pu avancer. Maintenant, on entend beaucoup parler du temps qu'il faut pour transformer des recrues en soldats aguerris. Écoute, je suis devenu un vétéran en une seule journée. Ce jour-là. Alors ils ont pavé les plages de leur sang, ont titubé à travers les dunes et ont atteint les routes. Le soldat allemand a riposté avec férocité. Au cœur des pâturages verdoyants de la Normandie, les 3 divisions aéroportées, les premières à atterrir, se sont battues comme des lions contre des obstacles terribles. Et à travers la France criblée de cratères, les renforts allemands arrivèrent en force. Depuis Berlin, une voix s'est écriée « Les Alliés doivent être rejetés à la mer avant qu'un autre jour ne vienne marquer l'histoire ». Enfermés dans la bataille, les armées s'affrontèrent. Notre premier objectif était donc de fusionner toutes les têtes de pont en une seule, et 50 miles d'hommes avancent ensemble au-delà des sables rouges, à travers le mur brisé.
Là où j'étais, ce n'était pas trop difficile de débarquer. Après ça, ça a commencé par un combat pour chaque foutu champ. C'était la même chose à chaque fois. Rampe sur le ventre en gardant ton derrière baissé comme on te l'a dit. Balance quelques grenades à main, puis fonce sur eux. Parfois ils essaient de nous tuer, mais on en tuait plus que possible. Le plus difficile, c'était les fermes. C'était de véritables petites forteresses allemandes. Si on n'arrivait pas à s'en occuper nous-mêmes, il fallait attendre que le commandant de compagnie demande un appui d'artillerie. La marine était toujours avec nous aussi, balançant des obus devant nous. En 3 jours, nous avons avancé de 11 km. Puis on nous a dit de tenir la position et de creuser des tranchées. Le lendemain matin, nous avons entendu la nouvelle. Nous l'avons apprise à la British Broadcasting Corporation. Ça avait l'air génial. Nous avions relié toute la tête de pont. Il y avait une ligne solide sur 72 km. Nous avions pris pied, nous étions dedans. Nous n'avions pas vraiment besoin de naviguer pour y arriver. Nous avons juste suivi les convois. Je faisais de l'appui, rapproché. Nous attendions sur place, puis les troupes au sol nous faisaient un signe et nous indiquaient une cible à éliminer. Et alors nous intervenions. Nous la crâne étions comme des taxis en attente, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose d'agréable à propos d'une plage, n'importe laquelle. Tu penses à la plage, il y a de grandes chances que tu te souviennes de quelque chose d'agréable. Celle où je travaille, Utah, ressemblait plus à une gare de marchandises, une fois que nous avons commencé. Plus de ravitaillement directement sur la plage à découvert, comme si on l'avait répété et comme si on improvisait au fur et à mesure. Nous avons travaillé pendant 24 heures d'affilée. Des dés UKW, des lampes, des rats, des barques, toutes sortes de machines de fortune. Le matériel n'arrêtait pas d'arriver. Des chars, des camions, de la nourriture, des munitions, des gars, des millions de choses. On ne pensait pas qu'on passerait 15 jours dans le même champ près de Caen. Avec le bois derrière nous et les Allemands dans un autre bois à un demi-mile devant nous, avec une petite vallée vide entre les deux, chaque camp se bombardant au mortier en permanence. Ça voulait simplement dire qu'il fallait vivre dans une tranchée. Et tu finissais par prendre une routine. Tu sais, tu restais debout de 4h30 à 5h30 et tu attendais 2 heures pour le petit déjeuner. C'était servi assez chaud. Du bacon en boîte, de la saucisse, du thé. On vit avec de la nourriture de ration depuis le jour J. C'était de la bonne nourriture, mais tu sais, on s'en lassait. J'aurais donné beaucoup pour une tranche de pain frais avec du beurre ou une tasse de thé fraîchement préparée. 15 jours, c'est long pour rester au même endroit sous les obus. Pourtant, tu as l'impression que tout le monde vient droit sur toi. Je me souviens de chaque cas que nous avons eu, surtout du tout premier. L'ambulance l'a amené un après-midi assez tard. Je me suis approchée de l'endroit où il était allongé et il a levé les yeux vers moi en souriant. Je lui ai demandé comment il se sentait. Il a dit quelque chose à propos de l'Allemand avec un pistolet mitrailleur qu'il utilisait comme cible de fléchettes. Il était calme, patient et un peu déconcerté. Il n'avait jamais été blessé auparavant. Il a demandé comment se passèrent les combats, puis il s'est évanoui. Le médecin est venu à examiner ses blessures, puis il a juré. Il a dit qu'il n'avait aucune raison d'être encore en vie. Nous l'avons mis sur la table d'opération et nous avons fait ce que nous avons pu. Le docteur n'a pas arrêté de jurer pendant toute l'opération. Nous n'avons pas pu arrêter l'hémorragie. Je me souviens des informations à la radio ce soir-là. Il disait que les pertes avaient été étonnamment légères. Il
disèrent que tout cela était l'idée de notre cher Winston. Un port préfabriqué et pliable, avec tout dessus, sauf une cantine militaire. Eh bien, ça ne m'étonnerait pas de lui. C'est tout à fait le genre d'idée qu'il aurait eu, et ça a fini par marcher. Ils l'ont appelé Mulberry. Eh bien, j'en étais assez fier parce que je l'ai vu grandir depuis le naufrage des premiers navires pour la digue extérieure. Et plus à l'ouest, les Américains en avaient amené un aussi. Puis, je crois que c'était à J+13, un vent de terre s'est levé. Pas très fort au début, mais ça s'est aggravé. Le déchargement sur les plages ouvertes est devenu très compliqué. On a entendu dire que, du côté des Américains, l'autre port avait été complètement mis hors service. Et quand le vent est tombé, le vieux Mulberry avait vraiment mauvaise mine. Et jusqu'à ce moment-là, c'était le seul fichu port qu'on avait. À la pointe verte de la Normandie se trouvait la ville de Cherbourg, un port pour les approvisionnements. Notre besoin de port était aussi vital que notre souffle. L'Allemand connaissait notre manque et il a rapidement regroupé ses forces en groupes défensifs serrés pour contester la question. Tous nos plans reposaient sur Cherbourg, toute notre stratégie dépendait de ces quais et jetés vides. Alors les Américains, envoyés à travers toute la Normandie vers la côte, ont tourné vers le nord, impatients d'atteindre le port. À travers haies et champs, ils se frayaient un chemin difficile. Tu te souviens maintenant, on dirait qu'on a pris Cherbourg quelques jours seulement après avoir débarqué sur la plage. En réalité, il a fallu 19 jours pour parcourir 30 miles. 30 miles de haies et un combat à chaque haie. Sinon, c'était une belle région, comme le Connecticut. De jolis arbres et vergers, beaucoup de vaches et de jolies petites fermes. Les pommes étaient trop vertes pour être mangées, je me souviens. On s'entendait très bien avec les gens. Des fermiers, des gens sympathiques. Ça s'est corsé quand on est arrivé à la périphérie de Cherbourg. Ils avaient de superbes défenses. Ensuite, l'artillerie a vraiment pris le relais. Pendant 3 jours, on les a pilonnés. Parfois, on tirait à bout portant en tir direct. Finalement, le vieux von Schlieben, le commandant allemand, a jeté l'éponge. Et cela après avoir dit à ses hommes de se battre jusqu'à la mort. Nous avons pris Cherbourg le 25 juin. Tout allait bien, sauf le port d'où nous venions. Les Boches avaient vraiment ravagé ce port. Mais tout de suite, nos gars se sont mis au travail pour le nettoyer. Et à la façon dont ils s'y sont pris, on voyait bien que bientôt, il fonctionnerait parfaitement pour nous. Ensuite, nous avons combattu en remontant la péninsule. Maintenant, il nous faudrait nous battre pour en sortir. Et partout en France, nous, les hommes du maquis, nous nous battions aussi. Moi-même, j'étais dans le nord. Nous avons coupé les lignes téléphoniques, télégraphiques et à haute tension. Et finalement, quand les Alliés ont débarqué, nous avons combattu à découvert. Dans les montagnes de Savoie, nos amis ont attaqué les convois allemands. C'était un peu plus facile dans les montagnes. Les renforts Boche ont été retardés pendant de nombreux jours. Les usines et les ponts disparaissaient fréquemment. Mais le prix que nous avons payé pour cela était effroyable. Les Allemands ont massacré 1100 personnes sur une population de 1200 habitants. Et l'endroit a été complètement incendié. Ils ont été accusés d'avoir tendu une embuscade aux troupes allemandes. Oui, le prix que nous avons payé était très élevé, mais notre mission était accomplie. Caen est une ville traversée par l'Orne qui serpente lentement vers la mer, capitale de la Normandie. Et ici, les Britanniques se sont heurtés à un mur de pierre allemand. Ce n'était pas une avancée comme à Cherbourg, une percée à travers les champs, mais plutôt le travail d'une perceuse, progressant centimètre par centimètre. Ici, l'Allemand craignait une percée rapide jusqu'à la Seine, et c'est ici qu'il rassembla le meilleur de son armée. 10 des 12 divisions de blindés, parachutistes, SS, les jeunes, les cruels, contre les vétérans d'El Alamein. Nous voulions qu'ils se battent ici et qu'ils tiennent ce terrain meurtri, car les plans futurs dépendaient du fait qu'il reste là où il était. À Corps, la poussière était des diamants,
Chaque parcelle de terrain était inestimable, car au cœur de l'été, Corps devait devenir le pivot de la guerre. Con était la première ville de taille décente que nous avions prise, mais il n'y a pas eu de célébration parce que nous savions que rien n'était réglé. Jerry était aussi fort que jamais. L'un des hommes a dit « Mon Dieu, est-ce qu'on va devoir traverser le monde entier à faire ça pour le battre ?» Parce que la plupart de Con n'étaient que de la poussière, simplement de la poussière. Je me demandais à quoi ressemblerait Hamilton, chez moi au Canada, après une raclée pareille. Enfin bref, nos chars et les Britanniques ont commencé à se rassembler et sont descendus vers le sud, hors de la ville. On savait qu'un gros morceau arrivait. Le spectacle a commencé pour nous au sud de Con, où les Polonais nous ont rejoints. Quand on a commencé à avancer, j'ai entendu beaucoup de gars dire « Rommel est en fuite ». Eh bien, mais j'avais été à El Alamein, je savais qu'il n'était pas en fuite, et j'avais raison. Il n'y avait rien de beau dans la bataille au sud de Con. Pas de mouvement de tenaille, pas de débordement, rien de tout cela. Juste une étrange lutte sanglante et acharnée. Nous devions rester là et rendre coup pour coup, même si nous ne pouvions pas faire mieux. Au-delà des gravats et de la poussière de chlore, les troupes de l'Empire continuaient d'exercer leur pression incessante. L'Allemand n'osait pas se désengager, mais il se battait avec toute sa ruse et sa force, sans savoir ce que nous lui réservions. À l'ouest, près de Saint-Lô, la base de sa défense, les Américains étaient prêts et s'apprêtaient à lancer une flèche blindée qui allait allumer la flamme de la liberté dans toute la France. Mais tant que Saint-Lô n'était pas prise, la flèche attendait. Une minute, tout est calme avec les oiseaux qui chantent. La minute suivante, une colonne de chars Sherman déboule au coin de la rue à toute vitesse. Mon pote dit « D'où viennent ces chars ?» Alors je demande au tankiste.
Il crie d'en haut. La 3e armée démarre. On attendait depuis 3 semaines. Je parie que quelqu'un a sorti le lapin du chapeau. Mais quel lapin? Avec des revolvers à crosse nacrée. Quand je repense au percé, je n'arrive pas à me souvenir de quoi que ce soit d'autre que des Français. Des gens au bord de la route, des enfants à qui on ne pouvait pas s'arrêter pour donner des bonbons, des garçons des forces françaises de l'intérieur qui ramenaient les foules des champs et des ouvriers agricoles qui nous saluaient en passant. C'était plus facile de les regarder en face, de leur sourire et de leur faire signe en retour quand on n'avait pas eu à détruire leur maison auparavant. Le matin où nous sommes arrivés à Rennes, mon garçon, ça, c'était vraiment la libération. À Rennes, les blindés américains prévoyaient d'avancer vers l'est et le nord-est, afin d'encercler et de prendre les contre-visions allemandes à revers. L'ennemi prévoyait d'arrêter la flèche nette en coupant sa route d'approvisionnement à l'endroit où elle était la plus étroite le long de la côte. Ainsi, une grande force a explosé en direction de Mortagne, espérant à Avranches atteindre cet objectif et réduire nos espoirs en cendres sur le sol fumant. Il y a beaucoup d'endroits où je préférerais parler. Il y a beaucoup d'endroits dont je préférerais parler que de Mortain. C'est là que j'ai été touché. On avançait bien jusque-là, certains gars chantaient même en harmonie. Et puis, la première artillerie allemande nous a frappés. Assez précisément d'ailleurs. Une heure plus tard, il me manquait 18 hommes. Eh bien, on a tenu bon et on a riposté avec tout ce qu'on avait. Ils ne voulaient pas seulement nous arrêter, tu vois, ils voulaient en passer en force. Et moi, j'ai pris un coup en plein visage, côté gauche, et je suis tombé. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir levé les yeux et vu ces Typhoons de la Royal Air Force. Quand je les ai entendus hurler devant, je me suis dit « Mince, je suis content qu'il soit d'être toi de notre côté ». J'étais assis devant le bureau du renseignement en train de prendre un peu le soleil quand le quartier général a annoncé que la zone au nord-ouest de Mortain était remplie de blindés allemands se dirigeant vers l'ouest. Eh bien, c'est là que tout a commencé. Pendant 6 heures, l'escadre n'a pas arrêté, absolument sans interruption. Décollage, attaque, atterrissage, ravitaillement, réarmement et redécollage. C'était pareil sur tous les aérodromes de Normandie. Le seul répit que je donnais aux gars, c'était « Eh bien, vous savez où ils sont ?» Le seul interrogatoire à leur retour, c'était « Alors, combien en as-tu eu ?» Ça a duré 3 jours. Il y avait là-dedans tous les types de soldats et toutes les armes. Pour moi, c'était juste manger, fumer et charger. Pas de sommeil. Puis les choses se sont calmées et le message est revenu. Nous les avons stoppés net. Tout le monde avait envie de fêter ça, mais c'était difficile là-bas. J'ai essayé de boire toute une bouteille de sirop contre la toux. Ça a bien marché. J'étais encore plus raide sur la planche. La contre-attaque, qui nous a pris par surprise, n'a pourtant pas entravé nos plans trompeurs, car dans Droncourt, l'ennemi avait mobilisé des forces et laissé son flanc nord affaibli. Maintenant, la scène était prête. Vers le Valais, les troupes de l'Empire avancèrent avec les Polonais. L'Allemand entendit derrière lui les blindés américains avancer vers Argenton. Dépassé sur le plan tactique et battu au combat, il se retrouva pris au piège.
Je les ai escortés avec une arme jusqu'au poste de secours, des milliers d'entre eux, de toutes sortes. Les durs avec le sourire figé sur leur visage par les obus, et les gars ordinaires qui en avaient trop vu et étaient prêts à te le dire, et leurs officiers impassibles qui ne perdaient jamais leur air fermé, les SS, les troupes parachutistes, les vieux soldats du front russe, je les ai tous vus, les gamins des jeunesses hitlériennes qui semblaient en sortir tout droit du lycée Lincoln, tueurs experts, petits malins qui parlaient de leurs droits selon la Convention de Genève et demandaient « Quand est-ce qu'on va en Amérique ?» Et l'autre type qui sortait d'un trou les mains en l'air, complètement fini et trop bavard, prêt à jurer qu'il a toujours détesté Hitler. Les gamins qui savaient comment fonctionnait une mitrailleuse, Et rien d'autre, souriant comme s'ils étaient toujours les meilleurs, au point qu'ils pouvaient à peine retenir son doigt sur la gâchette. Les types d'âge mûr qui voulaient te parler de leurs femmes et de leurs gosses, tu les laissais faire. Et ils en avaient fini avec tuer quand je les ai vus, et aussi avec se faire tuer. Certains pensaient en qu'ils avaient eu de la chance, d'autres non. Et certains s'en fichaient complètement. Je les ai accompagnés jusqu'à l'arrière où c'était le travail de quelqu'un d'autre de découvrir ce qui les motivait. Mais ce n'était pas mon travail. De les comprendre. Je me contentais de les surveiller, et mon frère, je ne leur ai jamais donné plus que ce que prévoyait la Convention de Genève. Les chars américains roulaient vers l'est en direction de Paris et de la Haute-Seine. Devant eux, les Allemands fuyaient en désordre et cherchaient à se replier ou restaient en debout, les mains levées, lanceaux le long des routes jonchées de leur matériel fumant. Et pourtant, les chars continuant d'avancer au-delà de la fumée, pénétrant dans des terres encore épargnées. Une bonne carte solide, bien délimitée, est absolument indispensable pour une armée mécanisée moderne se déplaçant à grande vitesse. Dans notre division, la distribution des cartes était mon travail, la gestion des cartes était mon travail. Lorsque nous avons quitté la presqu'île de Cherbourg, mon service maîtrisait parfaitement la situation. Puis pour nous, tout est devenu fou, complètement, follement fou. Un matin, je me suis réveillé et l'armée avait complètement disparu de la carte, absolument disparu de la carte. Alors nous avons passé en urgence une commande de 500 000 cartes de la région d'Orléans. Elles sont arrivées en temps voulu. À notre grande horreur, l'armée a progressé bien au-delà de la région d'Orléans. J'étais de nouveau hors de la carte. C'était une période de crise aiguë pour moi. J'ai donné la plus haute priorité à une nouvelle commande de cartes de la région parisienne. Nous avons refusé de nous laisser abattre par cette situation. Le coup de grâce est venu lorsqu'il est devenu évident que nous allions contourner Paris. Ça a failli nous achever. Finalement, nous avons dû leur larguer 10 tonnes de cartes par parachute. Ce fut une expérience très humiliante. Je serai content quand je retournerai à la bibliothèque, là où les cartes ont une valeur permanente. Pendant que les Alliés combattaient en près de Paris, nous, soldats français de la division Leclerc, nous battions dans les champs de Normandie. Et soudain, un ordre est arrivé. « Allez à Paris, disait-il, et prenez-la. » Les Alliés, après avoir équipé notre division de chars, de canons, de fusils, de camions et de jeeps, ont décidé cette nuit-là de nous donner Paris aussi. Alors, à 4 heures du matin, la division commence à foncer sur les routes. À droite, à gauche, partout. L'armée de l'air américaine protège notre trajet. Quel voyage! 250 km en une journée. Je pense que je le raconterai tout le temps à mes petits-enfants et que je les ennuierai avec ça jusqu'à ma mort. Au début du mois d'août, nous à Paris avons été envahis par des rumeurs. Ce qui a pu être confirmé, c'est qu'à la mi-mois, les Allemands ont commencé à quitter la ville. Oui, c'étaient bien ces mêmes Allemands qui avaient signé des baux de 25 ans pour leurs appartements. Puis, le 14, notre police s'est mise en grève. Le lendemain, la Gestapo est partie. C'est aussi ce jour-là qu'une voiture de police a ouvert le feu sur un détachement allemand à la place de la Concorde et a déclenché la bataille pour la ville. Après cela, il semblait que le drapeau français flottait à chaque fenêtre. Tous les drapeaux étaient faits de rideaux, tous vêtus de haillons. Tout, ça n'avait pas d'importance. 4 jours plus tard, nous avons entendu des cris venant de l'hôtel de ville. Nous avons commencé à courir. Moi, mon mari, tout le monde dans notre maison.
Pendant que nous courions, les gens criaient. L'armée française était arrivée. Quand nous sommes arrivés à la place de l'hôtel de ville, nous avons vu que c'était vrai. J'ai embrassé mon mari parce qu'il était gentil. Oh, c'est drôle, hein? Nous avons commencé à réaliser à quel point nous avions été malheureux pendant 4 ans et à quel point nous avions de la chance d'être en vie en ce soir d'août. La grande poursuite était lancée, enfin la bataille de France touchait à sa fin, quand soudainement un autre jour J a stupéfié l'ennemi déjà ébranlé. 2 armées ont frappé, américaines et françaises, le long de la vaste côte sud de la France bordée de plages. Puis vers le nord, les 2 nouvelles armées ont déferlé comme des vagues pour rejoindre les forces avançant vers le Reich. Au-delà de la Seine, d'où les Allemands lançaient leurs bombes volantes depuis une centaine d'endroits, apportant la mort et la destruction sur les villes anglaises, nos vaillantes armées s'attelaient à la tâche qui leur avait été confiée depuis longtemps. Vers les frontières du Reich, les Américains avançaient. Contre les ports bordant la Manche, garnis en force par des ennemis désespérés, les Canadiens furent envoyés. Et dans un élan tonitruant, les blindés britanniques se ruèrent vers Bruxelles qui les attendait. Les habitants de Bruxelles riaient et pleuraient, jetèrent des fleurs dans les chars et disaient « Au revoir Tommy », alors qu'ils voulaient dire bonjour, mon Dieu qu'ils étaient heureux. Je suppose qu'ils n'avaient moins plus peur. Je me souviens m'être demandé à l'époque comment les premiers civils allemands réagiraient en face à nous. Je me souviens qu'un jour nous traversions un grand champ plat. Ça n'avait rien de spécial. J'ai sauté une clôture de barbelés et un gars me dit « Devine quoi ?» Alors je lui dis « Quoi ?» Et il me répond « Tu es en Allemagne. Il y a un panneau là-bas qui le dit. » Puis comme un idiot, j'ai pensé « Eh bien, ça ne va plus durer longtemps maintenant. Je veux abandonner à cause de la chute de Paris et de Timbaba à Bruxelles. » Et j'avais parié 5 livres que ce serait fini avant le 1er octobre. Je me souviens que le système de points pour sortir de l'armée est sorti à peu près à cette époque. J'ai commencé à penser à ce superbe costume à rayures de requin, croisé et aux boules antimites. J'étais dans la 7e armée remontant du sud de la France. Un jour, un lieutenant m'a dit « Viens faire un tour avec moi, j'ai des prisonniers à te faire garder. » Combien il demande ? Environ 20 000. 20 000, il a répondu. Une division allemande entière s'était rendue. Nous, les Canadiens, avancions dans le nord, et un jour, nous sommes tombés sur quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Je suppose que c'est un viseur de bombes volantes, dit l'officier. Eh bien, ça m'a vraiment fait plaisir. Le prisonnier nous a raconté la dernière blague des Boches. Si un avion apparaît blanc, c'est américain. S'il apparaît sombre, c'est britannique. Et s'il n'apparaît jamais, c'est la Luftwaffe. Chaque fois qu'il m'envoyait installer un central téléphonique avancé et que je mettais mon casque, je découvrais que le central arrière avait déjà sauté 5 km devant. J'ai écrit au vieux à Saint-Louis. Il possède un magasin pour hommes. Je lui ai dit qu'il ferait mieux de baisser les prix des cravates et des chaussettes gouvernement tissu s'il ne voulait pas se retrouver avec plein de vêtements militaires sur les bras. Quelqu'un a demandé à l'adjudant-chef ce qu'il pensait des chances d'avoir une permission. « Ne vous inquiétez pas pour la permission, les gars, » il a dit. « On a encore les Japonais à finir. » Un soldat de carrière, bien sûr, motivé. C'était un sentiment incroyable de traverser la frontière allemande. On était sûr que rien ne pourrait nous arrêter. Chaque ligne doit forcément avoir une fin quelque part. Dans le sud-est des Pays-Bas, rien ne séparait l'armée britannique de la plaine allemande, sauf 2 rivières et une ville. Alors, nous avons fait nos plans pour envoyer une armée aéroportée prendre Eindhoven et les ponts de Nimègue et Arnhem. Ensuite, il fallait les tenir pour la force qui déferlerait comme le tonnerre depuis le sud. Ainsi, là où aucune ligne n'existait, le Rhin serait enfin franchi en force. Je devais sauter en dernier à Arnhem, alors je me suis assis tout devant, près de la fenêtre. Je ne voyais rien d'autre que le ciel bleu et des Dakota, avec les chasseurs au-dessus, pareils à des moucherons. La côte de Hollande est apparue avant que je sois prête. Je me souviens avoir pensé, quelle sacrée malchance de se faire descendre maintenant, alors que la guerre est presque finie.
la ligne qu'il leur donne et nous descendons pour aller dans un endroit appelé Eindhoven, Hollande. Elle dit c'est bien, on s'installe tout de suite, on creuse, on met en place un périmètre de défense et on attend que l'armée britannique arrive, ensuite on les rejoint et on part pour Nimègue. Nous avons traversé la rivière et nous sommes donc partis pour Arnhem, mais nous n'avons pas été loin. Le commandant savait aussi bien que nous qu'il fallait passer et il a tout donné. Sachant que nos hommes nous attendaient à Arnhem et que nous ne pouvions pas les rejoindre. À Arnhem, nous nous sommes bien retranchés, nous et quelques poètes. Nous manquions de munitions et de nourriture. C'était notre principale préoccupation. Je n'oublierai jamais ces missions de largage de ravitaillement. La façon dont Jerry tirait sur eux et la façon dont ils fonçaient droit dedans. Vers la fin, nous savions que la situation était mauvaise. Nous savions que nous étions encerclés. Nous savions qu'il était possible que nous ne sortions pas. Plus que tout, je me souviens de la façon dont tout le monde s'est comporté. Quand vous nous connaissiez, les combattants les plus coriaces devenaient doux, gentils et attentionnés les uns envers les autres. Je savais beaucoup plus de choses sur les hommes après Arnhem. Les canons se sont tus à Arnhem. Puis nous avons compris que la plus grande bravoure ne suffisait pas à franchir le dernier pont. Et maintenant, il ne nous restait plus aucun choix. L'assaut direct contre la ligne Siegfried serait le seul moyen de nous frayer un chemin dans le Reich. Mais d'abord, il nous fallait un port pour les approvisionnements. Nous avions Anvers, mais les canons allemands tonitruants contrôlaient tironnant les 30 km glacés de l'Escaut, d'Anvers jusqu'à la mer. Les docks étaient silencieux, les treuils muets, tous les ports étaient morts, une ville inutile coupée de la mer. Elle resterait morte jusqu'à ce que nous ouvrions un passage à travers le gris Escaut. Ainsi la bataille s'est formée pour libérer l'estuaire pour nos navires. J'ai couvert cette bataille pour l'Associated Press. Je regrette seulement de ne pas avoir pu écrire l'histoire avec la grandeur des hommes qui l'ont menée. Ce fut des combats acharnés et terrifiants du début à la fin. Les Canadiens et les Polonais nettoyaient la rive sud du fleuve. La Royal Navy, les Marines et les Norvégiens. Dans la gueule des canons de 9 pouces de Westkapelle. C'était le genre de combat qui crée des légendes. Et le déminage du Scheldt ensuite, ce fut la plus grande opération de ce genre de toute l'histoire. Le prix payé pour faire entrer ce premier navire dans le port d'Anvers, ce fut la vie de milliers de nos hommes les plus courageux. J'en ai rendu compte du mieux que j'ai pu, car leur mémoire mérite plus que des mots. Je faisais partie du premier convoi. Vers Anvers. Quand je suis arrivé au front, j'ai vu plus de dépôts de ravitaillement vides que je n'aurais aimé en voir. Les gars voulaient fondre savoir où était le matériel. On ne peut pas se battre sans matériel. Tout le monde sait ça. J'ai fait beaucoup de trajets. Je ne sais pas combien. Je conduisais toute la journée, toute la nuit, en chantant pour rester éveillé. Des chansons comme « Milkman, keep those bottles quiet ». Mon travail consistait à m'assurer qu'ils avaient une nouvelle brosse à dents et un lit de camp, peut-être un livre à lire quand ils passaient de la rive est à la rive ouest de la Moselle pour un peu de repos. Nous les faisions venir une compagnie à la fois parce que c'était tout ce que le régiment pouvait détacher du front à un moment donné. Quelqu'un lui avait tapé sur l'épaule et lui avait dit « Très bien mon garçon, tu retournes de l'autre côté de la rivière pour 24 heures de repos. » Et les voilà enfin dans un endroit où ils pouvaient se reposer. Ils n'arrivaient tout simplement pas à y croire. Les voilà ici pour seulement 24 heures sans la guerre. Tout était réduit à l'essentiel, compté comme des billets de banque à la fenêtre d'un guichetier. Une nuit de sommeil, un repas chaud par jour, un change de sous-vêtements propre, un pantalon propre, un rasage, une douche chaude, un film. Je me demandais souvent ce qu'il y avait de mieux dans cet endroit. Était-ce la possibilité d'écrire à la maison, la douche chaude ou cette fille aux longues jambes à l'écran ? Quoi que ce soit, tout était terminé au matin.
Ils repartirent avec leurs uniques sous-vêtements propres, leurs douches chaudes, leurs visages fraîchement rasés et leur bonne nuit de sommeil, retraversant la Moselle pour retourner dans leurs trous dans le sol. Et les obus. À ce moment-là, nous savions que nous allions vivre une campagne d'hiver. Il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Les Allemands étaient en retranchée et ils étaient en coriace. Et il était évident que tant que nous ne serions pas beaucoup plus forts, nous n'irions nulle part. L'escadron opérait dès qu'il le pouvait. Il n'y avait pas beaucoup de vols. Nous étions gelés et lassés. Je suppose que tu t'amuses bien à Paris, m'a écrit ma cousine. Avec tout ce parfum, ces bas de soie et ce champagne. Ils appelaient notre bout de la ligne le Sud. Nous étions dans les Vosges avec la 7e armée américaine, mais il y avait très peu de chaleur dans le Sud. Je me souvenais avec plaisir de la Méditerranée où nous avions débarqué en août. Ah, mais les souvenirs ne tiennent pas chaud. Avant de rejoindre l'armée, j'aurais pensé que c'était la mort assurée de creuser un trou dans mon jardin et d'y vivre tout l'hiver, mais c'est ce que nous avons fait. Le sergent a dit « Eh bien, les écureuils le font chaque année. » Oui, j'ai pensé, mais eux, ils ne... Oui, j'ai pensé, mais eux, ils ne manient pas de mitrailleuse non plus. Il n'y avait pas de chauffage dans notre bureau de Bruxelles. Je mettais tellement de couches sous mon uniforme qu'il m'appelait le paquet venu de Grande-Bretagne. Je n'avais jamais fumé auparavant, mais très vite, je me suis retrouvé à fumer jusqu'à un paquet par jour. Je m'inquiétais à cause de cette vieille loi des probabilités. La compagnie était en train de disparaître. Un jour, tu levais les yeux et tu te retrouvais à te battre aux côtés d'un inconnu. C'était un sentiment de solitude. Notre secteur de la ligne, c'était les Ardennes, assez calme. Beaucoup d'unités étaient parties vers le nord. J'avais rédigé des tonnes de rapports sur le où et le quand de notre offensive. Puis un jour, je faisais le guet et ces obus ont commencé à tomber. J'ai cru pendant un instant que c'était la fin, jusqu'à ce que je réalise que ces obus n'étaient pas des tirs sortants, mon frère. C'étaient des tirs entrants. La seconde d'après, des chars allemands. C'était bien une offensive, mais elle allait dans le mauvais sens. L'offensive que nous menions vers le nord a soudainement été stoppée et mise de côté, lorsque von Rundstedt a frappé à travers les Ardennes, une région accidentée et faiblement défendue. Il a ouvert une brèche enflammée à travers les lignes américaines et a lancé ses chars dans une course désespérée vers la Meuse. Une nuit de brouillard et de pâles gelées de décembre a vu le début, mais personne n'en a prévu la fin. Il visait le port d'Anvers en passant par Liège, et tous nos plans furent suspendus pendant que nous concentrions nos forces pour contenir les Allemands dans la poche. Une nuit, j'étais remplaçant en Angleterre, jouant au Shove Halfpenny dans un pub. Le lendemain, ils m'ont embarqué dans un avion et cette nuit-là, je combattais les Allemands et je me faisais malmener. Je ne sais pas pour les autres unités, mais la mienne se faisait tailler en pièces. Ils tombaient tout autour de moi. Ce qui me reste encore en tête, ce sont les infirmiers. La seule arme qu'ils avaient, c'était une aiguille, mais ils étaient là où c'était le plus dangereux. Ils entendaient ce cri « Infirmier, infirmier » et ils étaient toujours là. Toute notre division a reçu une citation présidentielle pour ce qui s'est passé à Bastogne, même moi, juste un cuisinier. Je n'oublierai jamais ce vieux lieutenant qui a couru dans la cuisine de campagne en me criant dessus si... J'avais la moindre idée de comment utiliser un bazooka. J'ai dit non, et il a répondu « Eh bien, tu vas apprendre maintenant, fiston. » Je l'ai fait, et je te jure que dès la première... Détente, je n'ai même pas approché Jerry Tank. J'ai été interviewé plus tard par Stars and Stripes. Ils ont dit que c'était une truc d'histoire sensationnelle. Je la raconte à la moindre occasion. Nous étions restés dans le nord où les choses étaient assez statiques. Alors nous étions plutôt contents d'être déplacés vers le haut de cette poche. En descendant à travers la Belgique, nous avons remarqué à quel point certains civils avaient l'air effrayés. C'est naturel, je suppose. Nous avons été tenus en réserve pendant une semaine, puis ils nous ont envoyés au combat.
À cause du brouillard, nous ne pouvions pas obtenir de coordination aérienne. Ça vous manque vraiment quand vous y êtes habitué depuis le jour J. Et puis, le 24 décembre, comme un cadeau de Noël, le soleil s'est levé, et après un moment, on leur a de nouveau donné la bonne vieille raclée. On les a finalement arrêtés net, ça nous a coûté beaucoup d'hommes, mais on les a stoppés et on a recommencé à avancer, nous autres, le reste d'entre nous. Brunstedt recula comme un ressort qui se détend. Sa grande tentative était terminée, et ses armées qui avaient englouti tant de sang s'affaissèrent, épuisées, vers le Rhin. À Yalta, alors que de terribles explosions secouaient les fronts allemands, les 3 grands architectes de la liberté se sont réunis pour porter le coup final et préparer la paix. Et alors même qu'ils se réunissaient, nous passions à l'action selon notre stratégie. Nous voulions que l'ennemi tienne bon et combatte sur la rive ouest du Rhin gris, car là nous pouvions le détruire, à l'extérieur de sa forteresse, à découvert, sans la protection d'un fleuve infranchissable. Nous avons lancé le gant, le défiant de tenir bon et de combattre. Nous attaquions au nord des Canadiens, aux alentours de la forêt de Reichswald, dans la région frontalière néerlandaise. C'était humide et sale. Ils ont surnommé notre commandant d'armée l'amiral Cruella. Eh bien, de toute façon, l'ennemi a opposé une résistance très farouche. Mais en réalité, c'est exactement ce que nous espérions. Cela montrait que les émotions de Jerry à l'idée de se battre pour chaque mètre de sa chère patrie prenaient le dessus sur son sens de la stratégie. Et chaque Allemand, tué de notre côté du Rhin, rendait les choses plus faciles pour nous sur l'autre rive. Et beaucoup de Boches ont été tués, je peux vous le dire. Le Reichswald a été le spectacle le plus sanglant que j'ai vu dans cette guerre. C'était une des offensives. Le capitaine m'a dit 8 divisions. Il sait généralement. Il suit ce genre de choses. J'étais avec l'unité qui a pris Mönchengladbach, je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Il n'y avait pas beaucoup de civils dans les rues. Et même ceux qui étaient là, on n'était pas censé leur parler, sauf si c'était nécessaire. Il y avait une amende de 65 pour la fraternisation. Je me demande comment ils ont trouvé ce chiffre. Je veux dire, pourquoi 65 ? On pouvait voir la cathédrale de Cologne bien avant d'y arriver. Cette tour était notre objectif. Elle se trouvait sur le Rhin. Nous sommes allés vite et, au moment où nous sommes entrés dans la ville, il ne restait plus beaucoup de résistance. Cologne était vraiment ravagée, mais il restait encore quelques bâtiments debout. J'étais désolé. Je pensais à ces villes françaises. Raser. De toute façon, nous avons atteint notre objectif. Maintenant, il fallait traverser cette rivière. Je me suis dit qu'il devait vraiment manquer d'hommes pour nous mettre, nous les marins, en tenue de combat, charger les bateaux d'assaut sur leurs camions et nous envoyer à travers la Belgique par la route. Parlons de service silencieux. Je n'avais jamais eu le mal de mer, mais j'étais malade comme un chien sur la route. Quand nous sommes arrivés à destination, je me sentais mal, j'avais envie de respirer l'air marin. J'ai trouvé tout le paysage bon sang sous un écran de fumée nauséabond. C'était comme Londres,
Le lendemain, nous sommes arrivés au Rhin. Ça faisait du bien de revoir l'eau. Notre armée de l'air a frappé les vieilles positions sur la rive est du Rhin, mais j'étais quand même nerveux. Les Allemands avaient fait sauter les ponts et nous savions que la traversée serait amphibie. Quand je suis nerveux, je n'arrive pas à rester debout. Pendant 2 jours avant cette traversée, je n'ai rien pu manger à part quelques bars Milky Way. Ça allait être le débarquement tout recommencé. Dangereux. Un miracle. C'était la posée Lagrange et... Moi. Et je ne suis pas architecte, mais pour moi, ce pont de Remagen était le plus beau pont du monde. Dans l'armée, quand les choses d'embrayage se passent comme prévu, c'est merveilleux. Mais quand elles se passent encore mieux que prévu, alors tu te dis que l'aumônier fait des heures supplémentaires. C'était une percée sur ce pont, et on en a profité. Et les premiers gars à traverser la rivière l'ont fait avec panache. La garde sur le Rhin était terminée, finie, pour reprendre l'expression, caput. Nous avons traversé sans problème et tout se passait bien, mais soudain, on m'a assigné à la garde de quelques prisonniers allemands. Je n'oublierai jamais leur visage quand ces gars des troupes aéroportées ont commencé à arriver. Ils sont juste restés là, à les regarder, et puis après une demi-heure comme ça, l'un d'eux me regarde le ciel et dit « Propagande ». La poche de la Ruhr était le premier grand objectif de l'autre côté du Rhin. Nous, avec les bombardiers lourds, l'avons bouclé, puis les forces terrestres ont terminé le travail. Après cela, ils se sont dispersés dans toutes les directions. Ils ont découpé les armées allemandes en poches, puis les ont prises une par une. C'était le programme. La 3e épave était découpée comme une dinde de Noël. Poursuivre les Boches devenait un peu monotone. On ne les voyait presque jamais. Seulement des maisons en feu, quelques obus, et parfois un tir de fusil de sniper. C'était une forme de défi un peu stupide, je trouvais. Puis un jour, la routine a été brisée. Nous sommes tombés sur... un camp de prisonniers de guerre, des soldats du rang, surtout des ricains. Ils sont devenus fous en nous voyant. Ils ont poussé des cris de guerre indiens, se sont bousculés les uns les autres et ont demandé quelles étaient les nouvelles. Ça semblait dommage de leur dire alors qu'ils étaient si heureux. Eh bien, il n'y avait pas d'autre choix. Je leur ai dit. Le président Roosevelt était mort hier après-midi et je dis... Vous auriez dû l'entendre se calmer. Pour une fois dans cette campagne, ils ont tous eu l'impression d'avoir subi une lourde défaite. J'y serais probablement resté. À leur parler, à essayer de leur remonter le moral. Mais nous n'avions pas une minute à perdre. Jerry n'avait plus que quelques centaines de kilomètres carrés de terre à brûler. Notre travail consistait soit à le presser, soit à brûler la terre à sa place. Nous étions dans la dernière ligne droite, avançant toujours plus loin, quand nous sommes tombés sur ces personnes déplacées, des travailleurs esclaves. Ils étaient malades et affamés venant de toute l'Europe. Les routes étaient encombrées par eux, mais ils restèrent à l'écart et ne nous causaient aucun problème. Comme l'a dit un gars, il y a bien plus que la ville qui va devoir être reconstruite. Je me suis demandé ce qui se passait quand tout notre personnel aide médico-chirurgicale dans notre confinement a dû s'étirer pour faire un lit alors qu'on nous appelait d'urgence. J'ai vite découvert que nous avions pris le camp de concentration de Belsen. Eh bien, je ne suis pas du genre à avoir facilement la nausée.
J'avais déjà vu des amputations, des opérations, des morts bien avant d'aller dans l'armée en 41. J'étais surveillant. J'ai perdu le compte de tous les bras et jambes que j'ai sortis des décombres à Croydon et je m'y suis assez habitué. Mais là, c'était différent, très différent. Je ne connais pas de mots assez forts pour vous faire comprendre ce que nous avons tous ressenti. Tout ce que je peux dire, et j'en suis fier, c'est que j'ai dû sortir et vomir rapidement dans la cour. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas du genre sensible, mais eh bien, je suis humain. Et Dieu merci pour cela. Le gouvernement a envoyé quelques-uns d'entre nous, les membres du Congrès, pour aller voir ces camps. Et s'il reste quelqu'un qui se demande si cette guerre valait la peine d'être menée, eh bien, j'aurais aimé qu'il soit là. C'était là, juste devant nous. Le fascisme est... Ce à quoi cela mène inévitablement, partout où cela apparaît. J'ai parlé à certains des prisonniers, à ceux qui avaient la force de parler. Leur délit était entre les crimes nazis habituels, vous savez, mauvaise religion ou mauvaise race, appartenance à un syndicat ou au mauvais parti politique. En Allemagne, cela a conduit à plus de 400 camps comme ceux que j'ai vus. C'était la pire chose que j'ai jamais vue de ma vie, et je n'aurais raté ça pour rien au monde. Quand une armée doit se déplacer rapidement, c'est là que le transport aérien entre en jeu. Nous volions là-dedans avec le British Transport Command depuis le jour J. Vers la fin, il semblait avancer plus vite au sol que nous dans les airs. À mesure que poche après poche de l'ennemi tombait, nos espoirs montaient presque plus haut que les flammes qui s'élevaient au-dessus des villes détruites d'Allemagne. En Italie, 1 million de prisonniers se sont rendus. Comme sous un seul coup soudain, la puissance allemande a été brisée. Puis nos chars ont traversé les montagnes du sud, là où l'ennemi espérait livrer sa dernière résistance acharnée. Les Russes ont pris Berlin et ont arraché le cœur de l'empire d'Hitler. Et lui-même, qui projetait de régner sur la terre d'un pôle à l'autre, s'est évanoui comme de la fumée parmi les murs qui s'effondraient. Sur les rives verdoyantes de l'Elbe, nous avons attendu la rencontre de l'Est et de l'Ouest. Nous avons fait la jonction avec les Ruskovs sur la rivière Yeld. Je suis resté quelques jours avec un mitrailleur nommé Konnikov. Il ne parlait pas un mot d'anglais, alors je lui ai appris à dire « mon dos me fait mal ». Et lui m'a appris « tovarich », ça veut dire camarade. On a bu à la santé de Land-Lease, on a bien rigolé, puis le vieux Konnikov a trouvé un interprète et a porté un toast aux grands soldats américains. Ça m'a arrêté net. On s'en est bien sorti, mais je n'aime pas penser à ce qui se serait passé sans eux. Nous allions vers la frontière danoise. Brême est tombé, puis Hambourg. La débandade commençait. 1,5 million se sont rendus au nord. Les combats touchaient presque à leur fin et notre travail commençait. Nous nous étions entraînés longtemps. Pour l'administration de l'Allemagne, et nous étions préparés à beaucoup de problèmes, du sabotage, de la résistance passive, ou peut-être quelque chose de plus violent, vous savez, des loups-sous-garous déguisés en moutons. Mais finalement, la plupart d'entre eux étaient inventés dociles et faisaient ce qu'on leur disait. Ils semblaient en bonne santé, bien. Nourris. La maladie était dans leur esprit. Une femme allemande, regardant ce qu'il restait de... Une femme allemande, regardant ce qu'il restait de sa ville, m'a dit « Si seulement vous aviez abandonné en 1940, rien de tout cela ne serait arrivé. »
minutes après minuit. Le 9 mai 1945, les armes se sont tues. Jour J plus 337. Maintenant, ça commence. Toutes les disputes sur qui a gagné la guerre. Eh bien, voici ce que je dis. Qu'aucun pays sur Terre n'aurait pu la gagner seul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que quiconque veut se vanter tout seul, non seulement se vante, mais est fou. J'ai passé 4 ans dans l'infanterie et j'en ai vu pas mal. Pendant cette période, je n'ai rencontré que 3 hommes qui aimaient se battre. Ils étaient un peu fêlés, mais il fallait le faire. Maintenant que c'est fini, je me sens bien. Sauf pour une chose. Toutes ces discussions sur la Troisième Guerre mondiale. Ces grands pessimistes qui parlent si facilement d'une autre guerre n'ont tout simplement pas vu celle-ci. Ou pas assez. Nous les avons vus amener des prisonniers de haut rang. Certains d'entre eux étaient tout à fait prêts à être amicaux. Je pensais à des gars que j'avais connus qui y étaient restés, écrasés, abattus, portés disparus. Depuis la bataille d'Angleterre. Je me souvenais de leur visage, d'une blague qu'ils avaient faite, ou peut-être simplement de leur façon de rire, ou quelque chose comme ça. Il me semblait qu'il y en avait tellement dont je me souvenais. Aux vainqueurs reviennent les dépouilles. C'est ce qu'on dit. Eh bien, quelles sont les dépouilles? Seulement ceci. Une chance de construire un monde libre, meilleur qu'avant. Peut-être la dernière chance. Souviens-toi de cela. Maintenant, le moment est venu de mettre notre victoire à l'épreuve de la paix, en compagnie d'hommes de nombreux pays, pour tirer des cendres ce que la lutte nous a appris. Dans la reconstruction d'une terre brisée, puissions-nous garder dans nos cœurs cette prière ancestrale. Ô Seigneur Dieu, lorsque tu donnes à tes serviteurs d'entreprendre une grande tâche, accorde-nous aussi de savoir que ce n'est pas le commencement, mais la persévérance jusqu'à ce qu'elle soit entièrement accomplie. Qui apporte la véritable gloire Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez nous aider à produire davantage de contenus historiques captivants comme celui-ci, merci d'aimer, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.